Et après une belle fin d'année, même une belle année boursière 2024, hormis la France, où investir en 2025? Quelles sont les actions à détenir en portefeuille? Réponse avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. C'est toujours la question clé après une année de hausse, notamment hors de France. Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va repartir dans l'autre sens? Oui, alors on peut d'autant plus poser la question que, par exemple, dans le cas des indices américains, c'est la deuxième année consécutive de forte hausse, plus 27% pour le S&P 500. On avait déjà eu plus 24% en 2023. Le Nasdaq plus 33% en 2024. On avait déjà gagné 43% en 2023. Donc, on se demande toujours, les arbres ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, en Europe, effectivement, c'est un peu plus contrasté, mais nous recommandons effectivement une diversification du portefeuille. En 2024, ça a payé, en ayant des valeurs comme Nvidia, Amazon ou Microsoft dans les valeurs américaines, des valeurs dans l'intelligence artificielle, des valeurs dans la transition énergétique comme Schneider Electric ou l'allemand Siemens. Ça s'est avéré plutôt payant si on y rajoute aussi un peu de Safran et puis des valeurs de croissance à forte visibilité comme ID Geologistics ou Essilor Luxottica près de chez nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors en 2025? Puisqu'on part Alors, une page blanche là. Alors nous, la rédaction du Revenu recommande de garder cette stratégie de diversification géographique en 2025 parce qu'il y a quand même pas mal d'aléas qui réduisent la visibilité des investisseurs. Un petit rappel, David, d'après l'OCDE, l'activité mondiale a étendu en croissance de 3,3% en 2025, mais dans le détail, il y a des fortes disparités. On sait que les marchés émergents sont un peu plus hauts, l'Inde a plus 7%, la Chine a un peu moins de 5. Les États-Unis devraient ralentir, baisser, quitter la zone des 2,8-3 pour revenir sur plutôt du 2,4, 2,5. Et puis la zone euro a entre 1,3 et 1,1 après l'année 2024 en dessous de 1%. Bon, il y a des risques d'un environnement commercial plus protectionniste et plus fragmenté avec des politiques de repli sur soi, bien sûr, notamment avec la présidence Trump. Mais bon, en fonction de la véritable politique économique qu'il aura, mais on pense évidemment au relèvement des droits de douane sur les importations. Alors en fait, c'est pas si évident que ça parce que ce relèvement des droits de douane, ça impacterait les partenaires commerciaux des États-Unis, mais enfin, ça aurait des conséquences sur l'économie américaine elle-même. Bon, on verra. Mais en tout cas, ça viendrait en plus contrecarrer, en étant un peu, en créant des pressions inflationnistes, ça viendrait contrecarrer le scénario d'une politique monétaire plus accommodante de la Fed, qui elle, est favorable aux actions. Alors, malgré tout, donc, les actions américaines, ça reste à l'ordre du jour, David. Et on peut pas elles sont incontournables. Et donc, alors là aussi quelques chiffres. Les prévisions de croissance des bénéfices, ils restent encore élevés en 2025. Les bénéfices nets par action pour les sociétés du S&P 500 sont attendus en hausse de peut-être 15% en 2025. Alors vous allez me dire, oui, c'est cher. Oui, c'est cher parce qu'on a des valorisations de 22 fois les bénéfices. Mais bon, c'est les États-Unis, c'est Wall Street. Et en Europe, on a un consensus qui est moins optimiste en raison notamment de l'instabilité politique en France et bientôt peut-être en Allemagne avec les élections anticipées d'ici fin février. Mais on a des bénéfices d'entreprise dans le stock Europe 600 qui sont plutôt à 8,5 l'an prochain, 8,5%, et un ratio de valorisation qui est à peu près dans sa moyenne historique à 5 ans, un peu en dessous de 14. Dans ce contexte, Laurent, quelles valeurs on privilégie? Alors, au revenu, on pense que pour 2025, David, il faut quand même toujours avoir des valeurs technologiques américaines, mais avec des titres qui sont en bonne position dans les activités de service. Donc, on verra plutôt du Apple, du Amazon, du Meta plateforme Facebook. Donc, ça, c'est un choix qu'on peut compléter quand même par des valeurs plus défensives, qui, elles, génèrent du cash flow, comme on dit, des dividendes élevés. Donc, pour le rendement, on mettrait volontiers un peu de Total Energy et de l'action Orange. Alors, nous retenons aussi Alstom, parce qu'on pense que le groupe de matériel ferroviaire est en phase de retournement. Il semble avoir retrouvé en fait la confiance des investisseurs. Souvenez-vous, David, il avait fait moins 46% en 2023. Là, en 2024, il est à plus 95%. Et les perspectives sont plutôt encourageantes. Voilà. On rajouterait, petite touche du revenu, une liste restreinte de petites et moyennes valeurs, comme par exemple Pierre et Vacances, puisque le spécialiste des résidences de tourisme devrait poursuivre lui aussi son redressement. Cette décote en Europe, elle a atteint un niveau historiquement élevé par rapport aux valeurs américaines. Mais si on regarde du côté du verre à moitié plein, on peut considérer que c'est des opportunités à saisir
notamment celles qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, le maître mot, ça va être bien sûr l'évolution de l'inflation, parce que ça va déterminer les décisions de politique monétaire. Et donc, si l'assouplissement monétaire continue avec les baisses de taux directeurs, bien sûr, ça sera favorable aux actions. Laurent, résumé les principaux facteurs à la fois de soutien et les freins à la hausse de la bourse pour 2025. Oui, alors pour 2025, David, on va dire, alors, dans les soutiens, bon, ce que je vous disais, c'est le recul confirmé de l'inflation, et donc la poursuite de politiques monétaires plus accommodantes. Bon, l'intelligence artificielle, ça reste incontournable depuis fin 2023, c'est un moteur de croissance. Alors, les valorisations modérées, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, il y a une décote forte sur l'action européenne, toujours intéressant en bourse. Et puis, je ne l'ai pas encore mentionné, mais il y a quand même la relance économique en Chine. Si Pékin soutient davantage son économie, effectivement, ça pourrait contribuer à l'embellie générale. Et puis, du côté des freins, on en a parlé, c'est l'isolationnisme américain avec cette potentielle hausse des tarifs douaniers. L'instabilité politique chez nous, ça c'est la France et donc ses déficits, et puis l'Allemagne peut-être s'il n'y a pas à nouveau de grande coalition. La baisse des profits, puisque les prévisions des analystes sont probablement trop optimistes en Europe, et bien sûr la question de la baisse des dépenses publiques, l'ampleur de la dette des États, bon, ça reste la vraie question, là aussi, et là c'est d'ailleurs vrai aux États-Unis comme en Europe. Bon, et l'un dans l'autre, on fait quoi alors? On y va, on n'y va pas en matière Eh bien, d'action? David, c'est un contexte qui est en fait plutôt favorable aux actions parce qu'il y a une forte anticipation de poursuite de la baisse des taux directeurs aussi bien de la Fed que de la BCE. Ça reste en tout cas pour le moment le scénario central. Et donc, bien sûr, tout va dépendre de l'ampleur de cette baisse, de sa durée. Et puis, il faut que l'inflation reste contenue, bien sûr, aussi bien en Europe que d'ailleurs aux États-Unis, pour ne pas empêcher la croissance, bien sûr, de revenir. C'est ça qu'on attend tous en 2025. Bon, très bien. Avant de se quitter, la une du Revenu Hebdo, qui est en kiosque, toujours. Oui, et David, on revient principalement effectivement sur ce scénario pour 2025, avec des enjeux macroéconomiques qu'on a évoqués ensemble, notamment en fait sur les grands indicateurs et puis notre sélection donc d'une vingtaine de valeurs pour 2025. Et puis, on revient en particulier effectivement sur quelques dossiers, et notamment aussi sur la question de la relance chinoise, de l'économie chinoise, qui pourrait être un soutien inattendu en 2025. Merci Laurent. Laurent Saillard, journaliste au Revenu. Merci. Merci David.